Du destin, Cicéron. Parce qu'elle concerne les mœurs, auxquelles ces grands hommes donnent le nom d'éthos, nous avons pour habitude d'appeler cette partie de la philosophie philosophie des mœurs. Mais il convient à la langue latine qui par là s'enrichit de la nommer morale, il faut expliquer le sens de ce mot ainsi que la théorie des énonciations, à laquelle les Grecs donnent le nom d'axiomata. À propos du sens qu'ont ces énonciations, quand elles disent quelque chose au sujet de ce qui est à venir et de ce qui peut ou non se produire, voilà une question obscure, que les philosophes appellent peridunaton, et qui appartiennent totalement à la logique, et à laquelle je donne le nom art de disserter. Dans mes autres livres, qui traitent de la nature des dieux, ainsi que dans ceux que j'ai publiés à propos de la divination, j'ai développé un exposé cohérent en deux thèses antagonistes, pour que chacun reconnaisse facilement ce qui lui semble le plus probable. Mais un événement fortuit m'a empêché d'en faire autant, dans cette dissertation sur le destin. En effet, alors que j'étais à Pouzol, s'y trouvait aussi notre cher Hirtius, consul désigné, notre grand ami et homme dévoué aux études dans lesquelles nous baignons depuis l'enfance. Nous étions souvent ensemble et nous nous demandions au cours de nos discussions comment établir la paix et la concorde entre les citoyens. De fait, depuis le meurtre de César, il semblerait que tout soit prétexte à de nouveaux troubles, et comme nous pensions qu'il fallait s'y opposer, presque toute notre conversation était consacrée à ces examens. Un jour, comme beaucoup d'autres, où j'étais en quelque sorte plus libre et moins sollicité par les visiteurs qu'à l'accoutumée, alors qu'Hyrtius venait me trouver aussitôt, nos leitmotivs quotidiens nous reprirent la paix et l'otium. Cela fait, il dit, eh bien, puisque tu n'as certes pas délaissé les exercices oratoires, comme je l'espère, mais que tu leur as sans doute préféré la philosophie, puis-je t'entendre en dire quelques mots? Certainement, répondis-je. Soit en l'entendre, soit en dire toi-même. En effet, tu as raison de le penser. Je n'ai pas laissé de côté ces études oratoires pour lesquelles j'ai attisé ton désir, quoique tu fusses déjà plein d'ardeur quand je t'ai accueilli. Et les sujets que je traite maintenant ne diminuent pas cette aptitude, mais bien plutôt l'augmentent. En effet, l'orateur est en lien étroit avec le genre de philosophie que nous suivons. Celui-ci emprunte à l'académie. Sa finesse on lui donne en retour l'abondance du discours et les ornements de la parole. C'est pourquoi, puisque je possède l'une et l'autre de ces études, tu as le choix. Laquelle préfères-tu goûter aujourd'hui? Et Hirtius de répondre. C'est très aimable, comme tout ce qui vient de toi, car tu ne veux jamais rien refuser à mon désir. Mais puisque je connais votre rhétorique, que je t'ai souvent entendu et que je t'entendrai encore à ce propos, puisque les Tusculanes révèlent que tu as pris cette habitude des académiciens de réfuter une proposition donnée, je veux t'en soumettre une, au sujet de laquelle je t'écouterai, et si cela ne te dérange pas. Alors moi, une chose destinée à t'être agréable peut-elle vraiment me déranger? Mais alors, tu vas entendre un Romain qui aborde non sans réserve ce genre de discussion et qui n'est pas revenu à ces exercices depuis fort longtemps. Ainsi, dit-il, je t'écouterai discuter tout comme je lis tes écrits. Commence donc. Asseyons-nous ici. Dans certains cas, comme celui du poète Antipater, celui des gens né le jour du solstice d'hiver, celui des frères victimes tombe malade simultanément. Celui de l'urine, celui des ongles, ou d'autres du même genre. Le contact avec la nature a une forte influence. Je ne dis pas le contraire, mais cette force n'est aucunement une fatalité. Dans d'autres cas, il peut avoir un certain hasard, comme le cas de ce naufragé, celui d'Icadius, ou encore celui de Daphitas. Et, je le dis sans enfoncer mon maître, Posidonius semble avoir imaginé d'autres choses encore,
Ô combien absurde. Et quoi, dit Diaphitas, était destiné à tomber de cheval et à en mourir. Est-ce d'un cheval qui portait un nom qui ne lui convenait pas, puisqu'il n'en était pas un? Philippe? Était-il averti qu'il lui fallait éviter les petits quadriges ciselés sur le garde de son épée? Comme si, à la vérité, il avait été tué par la garde de son épée. Quoi d'extraordinaire à ce que ce naufragé anonyme soit tombé dans son ruisseau? Du reste, Posidonius écrit qu'une prédication lui avait annoncé qu'il devait disparaître dans l'eau. Par Hercule, je ne vois nul destin dans le cas du brigand Icadius. Posidonius n'écrit rien en effet qui lui a été prédit. Qu'y a-t-il donc de merveilleux à ce qu'un rocher de la grotte lui soit tombé sur les jambes? En effet, je pense que même si Icadius n'avait pas été dans la grotte en ce moment-là, le rocher serait quand même tombé. Sans rien n'est tout à fait fortuit. Soit cela a pu arriver par hasard. Ma question est donc la suivante, et cela m'entraînera loin. Si le destin n'avait absolument aucun nom, aucune nature, aucune définition, et si tous les événements, ou la plupart d'entre eux, arrivaient d'aventure, par accident, par hasard, se produirait-il autrement qu'ils ne se produisent maintenant? Pourquoi donc persiste-t-on à introduire le destin alors que la raison de toute chose peut être rapportée soit à la nature, soit au hasard, soit recourir au destin? Mais laissons là son recul Posidonius comme il doit, et revenons au piège que nous tend Chrysippe. Répondons-lui d'abord sur la sympathie entre les choses, et nous examinerons le reste ensuite. Nous voyons combien les climats diffèrent selon les lieux. Certains sont sains, d'autres insalubres. Ici, il y a des gens dont les humeurs sont en excès, là des gens secs et maigres. Et il existe encore beaucoup de choses qui diffèrent au plus haut point, entre un lien et un autre. À Athènes, l'air est léger, d'où l'on déduit que les Athéniens sont subtils. À Thèbes, il est épais. Donc les Thébains sont gras et vigoureux. Cependant, ce n'est pas parce que cet air est léger qu'on écoutera plutôt Zénon, car Cécilias, ou encore Théophraste, ni parce qu'il est épais que Némée remportera la victoire plutôt qu'Isthme. Allons plus loin. En quoi le climat peut-il faire en sorte que nous nous promenions sous le portique de Pompée, plutôt qu'au champ de Mars, avec toi plutôt qu'avec un autre, Oïde plutôt qu'au Calande. Ainsi de même que le climat influe en quelque façon sur certaines choses et en rien sur d'autres, de même, la disposition des astres agit, si tu veux, sur certaines choses, mais certainement pas sur toutes. Enfin, puisque les natures des hommes sont diverses et que certains apprécient ce qui est doux et d'autres ce qui est quelque peu amer, que les uns sont libidineux, les autres colériques, cruels ou orgueilleux, tandis que d'autres encore s'écartent avec horreur de tels vices. Puisque dit Chrysippe, les natures sont si disparates, pourquoi s'étonner que ces dissemblances aient différentes causes? En affirmant cela, Chrysippe ne voit pas de quoi il retourne, ni en quoi consiste l'affaire. Car, si certains penchent plutôt que d'autres sont provoqués par des causes naturelles et antécédents, ce n'est pas pour autant que des causes naturelles et antécédents sont aussi à l'origine de nos volontés et de nos désirs. En effet, si les choses étaient ainsi, rien ne serait en notre pouvoir. Nous accordons, certes, qu'il ne nous appartient pas d'être intelligent ou borné, fort ou faible, mais celui qui, de là, conclurait qu'il n'est pas non plus en notre volonté d'être assis ou de nous promener, ne voit pas quelles sont les conséquences des choses. Ce n'est pas parce que l'intelligence et la bêtise, de même que la force et la faiblesse, tirent leur origine de causes antécédentes que nous asseoir, nous promener ou faire autre chose soit déterminé et établi par des causes principales. Nous avons appris que Stilpon,
philosophe mégarique, était un homme tout à fait perspicace et estimé à son époque. Ses propres familiers écrivent qu'il était porté sur le boisson et les femmes. Il écrivait cela non pas pour le critiquer, mais plutôt pour le louer, car il avait tant et si bien dompté et réprimé sa nature vicieuse, par l'éducation que personne ne l'a jamais vu ivre, que personne n'a jamais vu en lui trace de débauche. Et Socrate alors, n'avons-nous pas lu de quelle façon le caractérisait Zopyre, le physionomiste, qui se proposait de discerner les mœurs et la nature des hommes d'après leur corps, leurs yeux, leur visage et leur front? Il disait que Socrate était stupide et idiot, parce qu'il n'avait pas une clavicule creuse. Il disait que cette partie était bouchée et obstruée. Il ajoutait même qu'il s'adonnait aux femmes, ce qui, dit-on, fit bien rire Alcibiade. Ces vices peuvent tirer leur origine de causes naturelles, mais peuvent cependant extirper et éradiquer de fond en comble. Ainsi, si quelqu'un avait eu de tels penchants et s'était éloigné de si grandes vices, cela ne devrait pas être imputé à des causes naturelles, mais plutôt à la volonté, au travail et à la discipline. Autour de choses qui sont supprimées si l'on affirme, par un raisonnement fondé sur la divination, le sens et la nature du destin. En effet, si divination il y a, sur quelques principes cet art se fonde-t-il. J'appelle principe ce que les Grecs désignent par le terme théoremata. Je crois que, sans principe, ceux qui font usage de la divination ne peuvent pas prédire l'avenir. Pas plus que ceux qui pratiquent d'autres arts ne peuvent accomplir leur ouvrage. Soit donc les principes des astrologues tels que, si quelqu'un, disons, est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Prends garde, Chrysippe, à ne pas trahir ta cause, pour laquelle tu luttes avec ardeur contre Diodore. Dialectique vigoureux. Si la lésion suivante est vraie, si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer, celle-ci le sera aussi. Si Fabius est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Que Fabius soit né au lever de la canicule et que Fabius meure en mer sont donc deux positions contradictoires. Et puisqu'on pose comme certain que Fabius est né au lever de la canicule, les deux propositions suivantes sont également contradictoires. Fabius existe et Fabius mourra en mer. Il y a donc contradiction dans le rapport suivant. Et Fabius existe et Fabius mourra en mer. Ce qui, d'après ce qu'on vient de poser, ne peut arriver. Donc l'événement, Fabius mourra en mer, fait partie des choses qui ne peuvent pas arriver. Par conséquent, tout ce qu'on dit d'être faux concerne le futur ne peut pas arriver. Voilà, Chrysippe, ce que tu ne veux pour rien au monde, et voilà pourquoi tu luttes contre Diodore. Celui-ci, dit-on, en effet, que seul est possible ce qui est vrai, ou ce qui sera vrai. Et il dit que tout ce qu'il sera arrivera nécessairement, et que tout ce qui ne sera pas n'est pas possible. Quant à toi, tu dis ce qui n'arrivera pas est possible. Comme le fait que cette pierre précieuse soit brisée, même si cela n'arrivera jamais. Ou encore qu'il n'était pas nécessaire que Cypselus ait régné sur Corinthe. L'oracle d'Apollon l'eût-il prédit 1000 ans auparavant. Mais si tu admets de telles prophéties, ce qui, d'après elle, est faux dans le futur, tu le tiendras pour impossible. Et ce qui, d'après elle est vrai dans le futur. Et donc ce qui sera, tu le tiendras pour nécessaire. Voilà l'opinion de Diodore, totalement contraire à la tienne. En effet, si cette liaison est vraie, si tu es né au lever de la canicule, tu ne mourras pas en mer. La première proposition, tu es né au lever de la canicule, est nécessaire, car toutes les choses vraies arrivées dans le passé sont nécessaires, ce qui est l'opinion de Chrysippe, au contraire de son maître Cléante. De fait, les choses passées sont immuables,
et ne peuvent passer du vrai au faux. Si, donc, la première proposition de la liaison est nécessaire, alors la conséquence est nécessaire aussi. Certes, pour Chrysippe, cela n'est pas toujours le cas. Cependant, s'il y a dans la nature une cause pour que Fabius ne meure pas en mer, il est impossible que Fabius meure en mer. Ici, Chrysippe, bouillonnant, espère que les Chaldéens et les autres devins se fourvoient et qu'ils n'utiliseront pas, en ce qui concerne les liaisons, des formules comme celle-ci, pour annoncer leurs principes. Si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Mais qu'ils diront plutôt, il n'est pas possible que quelqu'un soit né au lever de la canicule et qu'il meure en mer. Quelle audacieuse facétie! Afin de ne pas tomber dans les filets de Diodore, il enseigne aux Chaldéens comment il leur faut exposer leurs principes. Ma question est la suivante. Si les Chaldéens s'exprimaient en niant des liaisons générales, plutôt qu'en affirmant des enchaînements logiques généraux, pourquoi les médecins, pourquoi les géomètres, et pourquoi tous les autres se pourraient-ils pas en faire autant? Le médecin, d'abord, ne présentera pas ce qui est examiné dans son art ainsi. Si les poules de quelqu'un bat de la sorte, c'est qu'il a de la fièvre. Mais plutôt comme cela. Il n'est pas possible que son poule batte ainsi, et qu'il n'ait pas de fièvre. De même, le géomètre ne dira pas « Dans une sphère, les grands cercles se coupent en leur centre », mais plutôt, il n'est pas possible qu'il y ait dans une sphère de grands cercles, et que ceux-ci ne se coupent pas en leur centre. Quelle liaison logique ne peut pas transformer ainsi en un rapport négatif? Et il y a assurément 1000 autres façons de présenter ces mêmes choses. Je viens de dire, dans une sphère, les grandes sphères se coupent en leur centre, mais je peux dire, si dans une sphère, il y a de grands cercles. Ou encore, parce que dans une sphère, il y a de grands cercles. On peut énoncer cela de nombreuses façons, mais rien n'est plus alambiqué que cette manière dont Chrysippe espère satisfaire les Chaldéens pour les beaux yeux des stoïciens. Pourtant, aucun d'eux ne parle de la sorte. Il est plus ardu d'avoir une parfaite maîtrise de ces contorsions oratoires que du lever ou du coucher des astres. Mais revenons à l'objet de la lutte de Diodore, que les Grecs appellent peridunaton. Lutte dans laquelle on cherche la définition de ce qui est possible. Donc, selon Diodore, seul est possible ce qui est vrai ou sera vrai. Ce point converge avec le problème suivant. Rien ne peut être qui n'était nécessaire. Et ce qui ne peut être, ou bien est déjà, ou bien sera. Et ce qui adviendra, dans le futur, ne peut pas plus passer du vrai au faux, que ce qui a été par le passé. Mais dans les choses passées, l'immutabilité va de soi. Tandis que dans certaines choses futures, on peut penser qu'elle est absente, parce qu'elle n'apparaît pas. Ainsi, prenons l'exemple d'un homme atteint d'une maladie mortelle. Il serait vrai de dire « il mourra de cette maladie ». Mais, si l'on le dit autant de quelqu'un dont la maladie paraît moins grave, cela restera vrai. Ainsi, le passage du vrai au faux est impossible, même dans l'avenir. En effet, la proposition « Scipion mourra » signifie que, bien qu'elle soit annoncée à propos du futur, elle ne peut cependant pas devenir fausse, car on parle ici d'un homme qui doit nécessairement mourir. Mais si l'on disait « Scipion mourra en pleine nuit dans sa chambre de mort violente », on dirait vrai, car on dirait qu'adviendra ce qui devait advenir. Du fait qu'une chose est arrivée, on doit conclure qu'elle devait arriver. Il n'est pas plus vrai de dire Scipion mourra que de dire il mourra de cette façon. Et il n'était pas plus nécessaire que Scipion meure, qu'il meure en cette façon. Et la proposition Scipion a été assassiné ne peut pas plus passer du vrai au faux que la proposition Scipion sera assassiné. Puisqu'il en est ainsi,
il n'y a pas de raison pour qu'Épicure craigne le destin, pour qu'il appelle les atomes à la rescousse, et qu'il les détourne de leur chemin, ni pour qu'ils soutiennent en même temps deux choses incompatibles. D'une part, que quelque chose peut advenir sans cause, d'où il résulte que quelque chose naît à partir de rien, ce qui ne convient ni à lui ni à aucun physicien. Et d'autre part, quand deux atomes se déplacent verticalement à travers le vide, que l'un se meut en ligne droite et que l'autre décline. De fait, Épicure peut bien concéder que tout énoncé est soit vrai soit faux, sans craindre que tout arrive par le destin. L'assertion qu'Arnéade descend à l'Académie n'est pas vraie par des causes éternellement découlant de la nécessité de la nature, pourtant elle n'est pas sans cause. Cependant, il y a une différence entre les causes antécédentes, accidentelles, et les causes qui contiennent en elles efficacité de la nature. Ainsi, l'énoncé suivant a toujours été vrai. Épicure mourra après avoir vécu 72 ans, sur l'Arcantan de Pytharate. Pourtant, il n'y avait pas de cause fatale pour que cela se passe ainsi. Mais cela s'est produit ainsi que cela devait certainement se produire ainsi. Et ceux qui disent que les choses à venir sont immuables et qu'elles ne peuvent pas, si elles sont vraies, devenir fausses, ceux-là ne peuvent pas la nécessité du destin. Cela ne prouve pas la nécessité du destin. Ils ne font qu'interpréter le sens des mots. En revanche, ceux qui produisent la série éternelle des causes soumettent l'âme humaine dépossédée de sa libre volonté, à la nécessité du destin. Mais rompons-la, passons à autre chose. Chrysippe raisonne ainsi. S'il y a un mouvement sans cause, toute énonciation que les dialecticiens appellent axioma ne sera pas ou vraie ou fausse, car ce qui n'aura pas d'autre cause efficiente ne sera ni vrai ni faux. Or, toute énonciation est ou vraie ou fausse. Donc, il n'y a aucun mouvement sans cause. S'il en est ainsi, tout ce qui arrive, arrive par des causes antérieures. S'il en est ainsi, tout arrive par le destin. Par conséquent, tout ce qui arrive, arrive par le destin. Quitte à choisir, je préférais suivre Épicure et nier que tout énoncé est ou vrai ou faux, plutôt que d'approuver que tout arrive par le destin. Autant d'opinions d'Épicure est quelque peu discutable, autant celle de Chrysippe est insoutenable. C'est pourquoi Chrysippe montre ses muscles pour persuader que tous les axiomas sont ou vrais ou faux. En effet, Épicure craint, s'il accorde cela, de devoir accorder que tout ce qui arrive, arrive par le destin, car si une chose ou une autre est vraie, de toute éternité, alors cela est certain, et si cela est certain, cela est aussi nécessaire. C'est ainsi qu'on prouve et la nécessité et le destin selon lui. En revanche, Chrysippe redoute, s'il n'obtient pas que tout énoncé est ou vrai ou faux, de soutenir que tout arrive par le destin et à partir des causes éternelles des choses futures. Mais Épicure pense éviter la nécessité du destin au moyen de la déclinaison de l'atome. C'est pourquoi un troisième mouvement est né, outre la pesanteur et le choc, quand l'atome décline dans l'intervalle le plus petit possible, ce qu'il appelle elakiston, et il est contraint d'avouer, sinon expressément du moins par les faits de cette déclinaison arrive sans cause. En effet, un atome ne décline pas parce qu'il est poussé par un autre. Comment un atome pourrait-il être poussé par un autre si, comme le prétend Épicure, les corps indivisibles sont emportés par la gravité sur une ligne grande par une ligne droite perpendiculaire. Il s'ensuit que, si l'un n'est jamais poussé par l'autre, s'ils ne peuvent pas même se toucher l'un l'autre, donc, même si l'on admet que l'atome existe et qu'il décline, il décline sans cause. Épicure a introduit cette explication parce qu'il a craint que si l'atome était toujours emporté par la gravité naturelle et nécessaire, nous ne fussions pas libres,
puisqu'ainsi l'âme serait mue, poussée par le mouvement des atomes. Démocrite, le père des atomes, a préféré admettre que tout arrive par nécessité plutôt que d'enlever au corps l'indivisible, le mouvement naturel. Carnéade était plus pénétrant, lui qui enseignait que les épicuriens peuvent défendre leur cause sans recourir à ces déclinaisons fallacieuses. De fait, puisqu'ils enseignaient qu'un certain mouvement de l'âme peut être volontaire, il eût mieux valu défendre cela que d'introduire la déclinaison. Surtout que s'ils ne pouvaient en trouver la cause, avec une telle défense, ils auraient pu facilement résister à Chrysippe. En effet, s'ils avaient concédé qu'il n'existe aucun mouvement sans cesse, ils n'auraient pas concédé pour autant que tout ce qui arrive arrive par des causes antécédentes. Il n'existe pas de cause externe et antécédente de notre volonté. Ainsi, nous faisons un abus de langage lorsque nous disons que quelqu'un veut ou ne veut pas quelque chose sans cause. Nous disons sans cause, pour dire sans cause externe et antécédent, et non pas sans aucune autre cause. Ainsi, quand nous disons qu'un vaste est vide, nous ne parlons pas comme les physiciens qui se plaisent à nier l'existence du vide, mais nous voulons dire que le vase est, par exemple, sans eau, sans vin, sans huile. De même, quand nous disons que l'âme se meut sans cause, nous disons qu'elle se meut sans cause antécédente et externe, mais non pas sans aucune cause. Eu égard à l'atome qui lui-même, on peut dire que, puisqu'il est mu à travers le vide par la gravité et son poids, il est mu sans cause, car aucune cause ne s'ajoute du dehors. En revanche, si nous disions que quelque chose arrive sans cause, nous risquerions d'être tournés en ridicule par les physiciens. Il faut donc faire une distinction et dire qu'il est de la nature de l'indivisible, d'être mu par son poids et par la gravité. C'est pour cela qu'il est transporté. De la même façon, s'il ne faut pas chercher une cause externe pour les mouvements volontaires des âmes. Le mouvement volontaire contient en lui-même une nature telle qu'il est en notre pouvoir et qu'il nous obéit. Et cela, non sans cause, car cette nature est la cause même de la chose. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi donc toute sentence ne serait-elle pas en vrai ou fausse ? Pas ou vrai ou fausse. Si nous n'accordons pas que tout arrive par le destin, c'est que, dit Chrysippe, les événements futurs vrais ne peuvent pas ne pas avoir de causes pour lesquelles ils soient futurs. Il est donc nécessaire, pour qu'ils soient vrais, qu'ils aient des causes. Ainsi, quand ils auront lieu, ce ne sera pas le destin. L'affaire serait réglée s'il fallait accorder ou bien que tout arrive par le destin, ou bien que quelque chose peut arriver sans cause. Autrement, cette énonciation ne peut-elle pas être vraie. Scipion prendra Numance. Si ce n'est qu'il existe de toute éternité une cause efficace, ou entraînant une autre, aurait-elle pu être fausse si elle avait proféré 600 siècles auparavant ? Et si alors cette énonciation Scipion prendra Numance n'avait pas été vraie, cette autre énonciation ne serait pas vraie. Scipion a pris Numance. Peut-il donc exister un événement passé dont il n'aurait pas été vrai qu'il sera ? En effet, de même que nous disons que les choses passées sont vraies, celles qui sont véritablement passées autrefois, de même, nous dirons que les choses futures sont vraies, celles qui se passeront dans un temps à venir. Et si tout énoncé est vrai ou faux, pour autant, cela ne signifie pas que les causes sont immuables et que, étant éternelles, elles empêchent d'une chose arrive autrement, qu'elles ne doivent arriver. Il existe des causes fortuites qui sont efficaces et qui ne sont pas inhérentes à la nature des choses et au monde, de sorte que ce serait dire vrai que de dire qu'Athon viendra au Sénat. Et pourtant, s'il est vrai, cet événement à venir est aussi immuable que s'il était passé. Pour cette raison, le destin à la nécessité ne sont pas à craindre. Et de fait, il faut avouer que si l'énoncé Hortensius viendra à Tusculum n'est pas vrai, il s'ensuit qu'il est faux. Ces fiefés épicuriens ne veulent ni l'un ni l'autre, ce qui est impossible. Et nous ne serons pas arrêtés par cet argument paresseux, appelé argos logos par les philosophes, qui veut que, si nous le suivons,
nous n'agirons absolument en rien dans notre vie. La question se pose en ces termes. Si ton destin est de guérir de cette maladie, que tu fasses venir le médecin ou non, tu guériras. De même, si ton destin est de ne pas guérir de cette maladie, que tu aies fait venir le médecin ou non, tu ne guériras pas. Or, ton destin est de guérir ou de ne pas guérir. Donc, il n'est nul besoin de faire venir le médecin. On nomme avec raison ce genre de raisonnement paresseux ou inerte, parce qu'ainsi, on ôte toute action de la vie. Sans parler de destin, on peut tenir ce même discours d'une autre manière. S'il a été vrai de toute éternité que tu guériras de cette maladie, que tu aies fait venir ou non le médecin, tu guériras. De même, s'il a été faux de toute éternité que tu guériras de cette maladie, que tu aies fait venir ou non le médecin, tu ne guériras pas. Et ainsi de suite. Chrysippe critique ce raisonnement. Il dit, parmi les faits, il y en a de simples et de corrélés. Voici un fait simple. Socrate mourra ce jour-ci. Qu'il fasse quelque chose ou non, le jour de sa mort est fixé. Mais si le destin est tel que Oedipe naîtra à Laïus, on ne pourra pas dire que Laïus ait été ou non avec une femme. Car ces choses sont corrélées et confatales. Chrysippe nomme cela ainsi parce que le destin implique à la fois que Laïus soit avec une femme et que cette femme naisse Oedipe. Par conséquent, s'il en disait « Milon luttera à Olympie », et si quelqu'un rapportait cela, que Milon est ou non un adversaire, il luttera. Il se tromperait car il luttera. Et un fait corrélé son adversaire, il saurait y avoir de lutte. Toutes les erreurs de ce genre sont réfutées de la même façon. Que tu fasses venir ou non le médecin, tu guériras. Voilà qui est trompeur, car il relève autant du destin de fait de venir le médecin que de guérir. Comme je l'ai dit, Chrysippe nomme ces choses confatales. Carnéade n'approuvait pas tout cela et pensait que ce raisonnement était conclu à l'emporte-pièce. C'est pourquoi il accablait Chrysippe autrement sans user de supercherie. Et voici sa conclusion. Si tout arrive par des causes antécédentes, toutes les choses arrivent de concert et liées entre elles par un enchaînement naturel. S'il en est ainsi, la nécessité fait tout. Si cela est vrai, rien n'est en notre pouvoir. Or, il y a des choses en notre pouvoir. Mais si tout arrive par le destin, tout arrive par des causes antécédentes, donc tout ce qui arrive n'arrive pas par le destin. Il n'y a pas de raisonnement mieux ficelé. De fait, si quelqu'un voulait dire si tous les événements futurs sont vrais de toute éternité, de sorte qu'ils se produisent de façon certaine comme ils sont destinés à se produire, il est nécessaire que tout arrive de concert et lié par un enchaînement naturel. Il ne dirait rien. Il y a une grande différence entre un événement futur vrai de toute éternité, advenant par des causes naturelles, et un événement futur pouvant être compris comme vrai. C'est pourquoi Carnéade disait qu'Apollon ne pouvait prédire le futur, excepté pour des choses dont les causes étaient contenues dans la nature. Auquel cas, il était nécessaire qu'elles arrivent. Qu'a pu regarder le dieu lui-même pour dire que Marcellus, celui qui a été 3 fois consul, devait mourir en mer. Cela était certes vrai de toute éternité, mais n'avait pas de cause efficiente. Ainsi, il estimait que même les choses passées, dont nul signe visible subsistait, n'étaient connues d'Apollon. Encore moins les choses futures. En effet, chaque événement destiné à arriver dans le futur ne peut finalement être su que par des causes efficientes. Donc Apollon n'a pas pu faire de prédication au sujet d'Oedipe par aucune cause donnée, d'avance dans la nature des choses, par lequel il fut nécessaire qu'il tuât son père, ni prédire aucune chose de ce genre. C'est pourquoi si les stoïciens qui disent que tout arrive par le destin sont amenés à prouver les autres oracles de ce genre, et ce qui dérive de la divination. Pour autant, ceux qui disent que les choses futures sont vraies de toute éternité ne doivent pas dire la même chose. Prendre garde au fait que la cause de ces derniers n'est pas la même que celle des stoïciens. Le raisonnement de ceux-ci est plus étroitement ficelé que celui des autres qui est libre et délié. Si l'on concède que rien ne peut arriver sinon par une cause antécédente, en quoi est-on plus avancé si cette cause n'est pas à rattacher à des causes éternelles ?
La cause est ce qui produit l'effet dont est là la cause. Comme la blessure est la cause de la mort, l'indigestion de la maladie, le feu de la chaleur. C'est pourquoi il ne faut pas entendre par cause ce qui précède l'effet, mais ce qui précède l'effet en le produisant. Ce n'est pas parce que je suis descendu au champ de Mars que pour autant j'ai joué à la balle. Ce n'est pas parce que Écube a engendré Paris qu'elle a pour autant causé la destruction de Troie. Et ce n'est pas parce que Pindare a engendré Clytemnestre qu'elle a causé le meurtre d'Agamemnon. En effet, de cette façon, on dira aussi ce qui s'est passé parce que le voyageur était bien vêtu, qu'il a été dépouillé par le vagabond. Ainsi sont les vers d'Ennius. Si seulement les poutres de sapin coupées à la hache dans le bois du Pélion n'étaient pas tombées à terre. On pouvait remonter plus haut, si seulement aucun arbre n'avait jamais poussé sur Pélion, ou encore plus haut, si seulement il n'y avait pas eu de mont de Pélion. On peut, de la même façon, remonter encore plus haut à l'infini. Et de là, on n'eût pas commencé à entreprendre l'ébauche d'un navire. Où va-t-on avec ces choses passées? Voici ce qui suit. Jamais en effet ma maîtresse n'eût erré hors de sa maison. Médée a l'âme malade, blessée d'un amour cruel. De sorte que toutes ces choses n'apportent pas pour autant la cause de cet amour. Ils disent qu'il faut distinguer ce qui est ce sans quoi quelque chose ne peut pas se produire et ce qui est ce avec quoi il est nécessaire que quelque chose se produise. Donc aucun des éléments cités précédemment n'est une cause, puisque aucun ne produit l'événement dont il est dit la cause par sa force propre. Ce sans quoi quelque chose ne se produit pas n'est pas une cause. Une cause est ce qui produit nécessairement son effet quand elle se produit, avant que Philoctète ne soit blessé par la morsure du serpent. Quelle cause était contenue dans la nature des choses pour qu'il soit abandonné sur l'île Lemnos. Cependant, par la suite, il y a eu une cause plus proche et plus liée à cet effet. Donc la raison de l'événement en révèle la cause. Mais cet énoncé fut vrai de toute éternité. Philoctète sera abandonné sur une île, et on ne pouvait pas le changer de vrai en faux. En effet, il est nécessaire dans deux choses contradictoires. Ici, je dis contradictoire, deux choses dont l'une pose ce que l'autre nie. Il est nécessaire que l'une soit vraie et l'autre fausse, malgré Épicure. Ainsi, Philoctète sera blessé a été vrai durant tous les siècles antérieurs, et il ne le sera pas a été faux. À moins que nous ne voulions suivre l'opinion des épicuriens, qui disent que de tels énoncés ne sont ni vrais ni faux, ou ayant honte, disent ceci encore plus effrontément. Des disjonctions d'énoncés contradictoires sont vraies, mais dans ce qui est énoncé, aucun des deux membres n'est vrai. Ô admirable licence et misérable ignorance de l'art de raisonner. Si, en effet, quelque chose dans ce qu'on énonce n'est ni vrai ni faux, cela ne peut être vrai. Or, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qui peut ne pas être faux? Ou bien, qu'est-ce qui n'est pas faux, qui peut ne pas être vrai? Nous tiendrons donc ce qui est défendu par Chrysippe, à savoir que tout énoncé est ou vrai ou faux. La logique elle-même forcera d'admettre que quelque chose est vrai de toute éternité, sans que cela soit lié par des causes éternelles, et en étant libéré de la nécessité du destin. Il me semble que les anciens philosophes étaient partagés entre deux opinions. Les uns déclaraient que tout arrive par le destin, de telle sorte que ce destin a force de nécessité. De cet avis étaient Démocrite, Héraclite, Empédocle et Aristote. Les autres croyaient qu'il y avait des mouvements volontaires des âmes sans nul destin. Chrysippe, arbitre officieux, a voulu trouver un juste milieu. Mais il incline plutôt vers ceux qui veulent que les mouvements des âmes soient libres de toute nécessité. Parlant de la sorte, il tombe dans des difficultés telles qu'il confirme malgré lui la nécessité du destin. Voyons, s'il te plaît, ce qu'il en est des assentiments, question que j'ai abordées au début de mon discours. Les anciens, ceux qui pensaient que tout arrive par le destin, disaient que les assentiments se produisent par la force et la nécessité. Libérer les assentiments du joug
du destin et prétendaient pouvoir conjurer la nécessité du destin en l'appliquant aux assentiments. Voici leur raisonnement. Si tout arrive par le destin, tout arrive par une cause antécédente. Et si le penchant advient ce qu'il suit advient aussi, donc l'assentiment également. Mais si la cause du penchant ne se situe pas en nous, le penchant lui-même n'est pas en notre pouvoir. S'il en est ainsi, ce qui résulte du penchant ne se situe pas non plus en nous. Donc, ni les assentiments, ni les actions ne sont en notre pouvoir. De là, il s'ensuit que ni les louanges, ni les blâmes, ni les honneurs, ni les châtiments ne sont justes. Comme cela ne tient pas debout, il pense probablement en conclure qu'il est faux que toute chose, quelle qu'elle soit, arrive par le destin. Mais Chrysippe, comme il rejette la nécessité et veut que rien n'arrive sans être précédé par des causes, distingue plusieurs genres de causes, afin d'échapper à la nécessité tout en conservant le destin. Parmi les causes, dit-il, les uns sont parfaites et principales, les autres auxiliaires et prochaines. C'est pourquoi quand nous disons que tout arrive par le destin en vertu des causes antécédentes, nous ne voulons pas faire comprendre en vertu de causes parfaites et principales, mais en vertu des causes auxiliaires, antécédents et prochaines. Voici donc sa réponse au raisonnement que je viens de faire. Si tout arrive par le destin, il s'ensuit certes que tout arrive par des causes antérieures, non pas à la vérité des causes principales et parfaites, mais des causes auxiliaires et prochaines. Si ces causes ne sont pas en notre pouvoir, il ne s'ensuit pas pour autant que le penchant ne soit pas en notre pouvoir. Au contraire, si nous disions que tout arrive par des causes parfaites et principales, il s'ensuivrait que ces causes, n'étant pas en notre pouvoir, le penchant lui-même ne serait pas en notre pouvoir. C'est pourquoi cette conclusion vaudra contre ceux qui introduisent ainsi le destin en y joignant la nécessité. En revanche, elle ne vendra en rien contre ceux qui disent que les causes antécédentes ne sont ni parfaites ni principales. Pour ce qui est des assentiments, qui sont, dit-on, précédés par des causes antérieures, Chrysippe pense les expliquer facilement. En effet, l'assentiment ne peut pas arriver sans être mis en mouvement par une image. Or, cette image est tenue par une cause prochaine et non principale. Donc l'assentiment explique comme le veut Chrysippe. Et comme nous venons de le dire, cela ne signifie pas que l'assentiment puisse arriver sans aucune excitation extérieure. Il est en effet nécessaire que l'assentiment soit mis en mouvement par une image. Mais Chrysippe revient à son cylindre et sa toupie, qui ne saurait initier un mouvement sans une impulsion. Mais lorsque cette impulsion a lieu, il pense pour le reste que c'est par leur nature propre que le cylindre se meut en droite ligne et que la toupie tourne sur elle-même. Ainsi, dit Chrysippe, de même que celui qui a poussé un cylindre lui a fait initier un mouvement, mais ne lui a pas donné la rotation, de même, l'image perçue imprimera et, pour ainsi dire, gravera sa forme dans l'âme. Mais notre assentiment sera en notre pouvoir. Comme on l'a dit, pour le cylindre, l'impulsion est extérieure. Pour ce qui reste, il se mouvra par sa force et sa nature propre. Si une chose se produira sans cause antécédente, il sera faux de dire que tout arrive par le destin. Mais s'il semble vrai que tout ce qui arrive, quel qu'il soit, est précédé d'une cause, quelle raison pourra-t-on alléguer pour ne pas reconnaître que tout arrive par le destin, une fois qu'on a compris la distinction et la différence entre les causes ? Puisqu'on est ainsi, selon Chrysippe, si ceux qui nient que les assentiments arrivent par le destin, reconnaissent pourtant que ces derniers n'arrivent pas sans une image antécédente, c'est qu'ils raisonnent autrement. Mais s'ils concèdent que les images précèdent et que pourtant les assentiments n'arrivent pas par le destin, parce que cette cause prochaine est suffisante. Ne mets pas l'assentiment en marche, prends garde, ils ne disent pas la même chose que Chrysippe. En effet, comme Chrysippe ne concède pas que la cause précède et suffisante de l'assentiment se trouve dans l'image, il ne concède pas non plus que cette cause soit nécessaire à l'assentiment. Il faut donc dire que si tout arrive par le destin, tout arrive par des causes antécédentes et nécessaires. Et de même ceux qui ne sont pas d'accord avec cela,
comme ils reconnaissent que les assentiments doivent être préparés par des images, ils diront que si tout arrive ainsi par le destin, et que par là même rien ne saurait se produire sans une cause qui le précède, il faudrait avouer que tout arrive par le destin. Pourtant, puisque tous ceux qui ont éclairci et expliqué leur opinion en viennent à la même conclusion, on peut facilement comprendre qu'ils disputent non sur l'objet mais sur des mots. De toute façon, une fois posées ces distinctions, dans certains cas, on peut dire avec justesse quand il y a des causes qui précèdent qu'il n'est pas en notre pouvoir qu'adviennent les événements qui résultent de ces causes. Mais d'autres cas, même s'il y a des causes qui précèdent, il est cependant en notre pouvoir que les choses arrivent autrement. Les uns et les autres approuvent ces distinctions, mais les uns déclarent que dans les cas où les causes sont antérieurement présentes, il n'est pas en notre pouvoir que les choses arrivent autrement. Elles arrivent par le destin, tandis que dans le cas où elles sont en notre pouvoir, le destin est absent. Ainsi débattrons donc de cette affaire sans avoir recours aux atomes errants et déviants de leur voie. L'atome décline, dit Épicure. Et pourquoi d'abord ? Il tenait de Démocrite une autre force motrice, l'impulsion que celui-ci qui appelle choc, et de toi, Épicure, ils tiennent la gravité et le poids. Quelle est donc la cause nouvelle dans la nature qui ferait décliner l'atome ? Est-ce que par hasard il tire au sort d'entre eux celui qui décline et celui qui ne décline pas ? Et pourquoi déclinerait-il selon un intervalle minimal ou non pas selon un intervalle maximal ? Et pourquoi déclinerait-il selon un seul intervalle et non pas selon 2 ou 3 ? C'est là faire des choix et non en discuter. En effet, tu dis que l'atome ne se déplace ni ne décline par une impulsion extérieure, et que de ce vide à travers lequel il est transporté, il n'existe aucune cause qui puisse le transporter hors de sa ligne droite, et qu'il n'y a pas dans l'atome lui-même un quelconque changement, qui ferait en sorte qu'il ne conserve pas le mouvement naturel dû à son poids. Ainsi, alors qu'Épicure n'avait apporté nulle cause qui produirait ces déclinaisons, il lui semble pourtant dire quelque chose en disant ce que les esprits de tout repoussent et dédaignent. Mais personne ne me paraît confirmer davantage non seulement le destin, mais encore la nécessité et la force de toutes les choses, ni supprimer les mouvements volontaires de l'âme, que celui qui avoue être incapable de faire obstacle au destin autrement qu'en se réfugiant dans ces déclinaisons mensongères. De fait, à supposer que les atomes existent, ce qui ne peut en aucun cas m'être prouvé, de telles déclinaisons ne sont cependant jamais expliquées, car si par une nécessité naturelle il est fixé dans les atomes sont transportés par la gravité, parce qu'il est nécessaire que tout leur proie soit mu et transporté sans entrave, alors il est aussi nécessaire qu'ils déclinent sans certains atomes, soit, s'il en veut, tous par nature.